Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Dans le cadre de l'émission En aparté, le premier dimanche de chaque mois, je vous lis une nouvelle d'un écrivain de notre région, nouvelle mise en onde par Christophe Gourcerol. C'est notre émission Écoutez la nouvelle. Le troisième dimanche de chaque mois, ce sont des entretiens, des enquêtes, des reportages à propos de l'actualité littéraire de notre zone. Le quatrième dimanche de chaque mois, c'est À mots croisés. Nous recevons les responsables des réseaux de lecture du nord de la Haute-Vienne pour une série de débats. Et le deuxième dimanche de chaque mois, nous recevons un écrivain de notre région. Après un résumé lecture du roman, du recueil de poésie, de l'essai, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Nous sommes ce deuxième dimanche et aujourd'hui j'ai choisi un roman, L'Aulnay, et un auteur, Roland Bosquet. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. En ce matin d'avril 1950, le ciel était gris, l'herbe gorgée de rosée et la terre du chemin lourde et grasse collait aux chaussures. Richard s'arrêta un instant, les frappa machinalement l'une contre l'autre pour en ôter la boue et s'engagea sur les graviers. Il dépassa un bouquet de lauriers d'où s'enfuit un couple de merles en un grand ramage. La maison d'habitation de la ferme Ducourtieu apparut devant lui. Le personnage dont il est question, Richard, est un jeune gars de 20 ans aux cheveux ras de militaire. Leur couleur s'orientait plutôt sur le châtain, mais le soleil de l'été pouvait y jeter parfois d'insolites blondeurs rousses. Quant à ses yeux noirs, ils intriguaient généralement car on s'attendait plutôt à croiser un regard bleu-azur. Il reflétait encore de temps à autre candeur d'adolescent, mais il savait aussi montrer de la détermination. Richard n'était guère qu'un commis de ferme lorsqu'il avait été appelé sous les drapeaux. Il n'en avait pas moins la réelle volonté d'accéder à une situation sociale plus élevée. Le travail ne lui faisait pas peur. Il était persuadé qu'allié à la chance et à l'opiniâtreté, il pouvait lui ouvrir grandes les portes d'un univers plus gratifiant que celui qu'avait connu son père. Il sourit à son image tandis que ses idées d'ambition défilaient dans sa tête. En fait, il ne s'estimait pas trop vilain malgré ses traits alourdis par l'inaction imposée par la vie des casernes. Ses épaules larges et ses bras musclés témoignaient à l'évidence de la force qu'il pourrait déployer en cas de besoin. Il l'avait plus d'une fois testé au cours des joyeuses bagarres contre les poivreaux qui sillonnaient le quartier chinois de Toulon lors des permissions du samedi soir. Il se savait, par ailleurs, pas plus idiot qu'un autre, sinon plus malin. Il pouvait aussi bien tenir sa langue que s'exprimer avec les mots savants d'un gars qui a lu des livres. Il avait d'ailleurs dévoré tous les romans de Charles Sylvestre que lui avait prêté le curé Mounier de la paroisse de Saint-Ouen. Il sourit de nouveau, sûr de lui, releva le menton et redressa les épaules. Il était prêt à affronter le patron. Nous sommes donc dans les années 1950, dans la campagne proche de Bellac, sans doute peut-être vers Saint-Ouen-sur-Gartempe. Richard, libéré des obligations militaires, se rend chez son ancien patron pour se faire réembaucher comme ouvrier agricole. Malade, son ancien patron a abandonné son activité et donc ne peut embaucher Richard. Il lui rédige une recommandation pour monsieur Mareuil-Latour, qui, semble-t-il, recherche quelqu'un pour la ferme des Perrières. Mais avant de suivre Richard chez les Mareuil-Latour, je veux faire remarquer à nos auditeurs que Richard, s'il est un journalier agricole, a néanmoins dévoré tous
les romans de Charles Sylvestre. Nous en reparlerons. Richard se présente à la ferme des Perrières et lance « J'ai une lettre pour monsieur Mareuil-Latour ». On lui réplique que monsieur n'est pas là et qu'il doit s'adresser à sa fille, mademoiselle Marie. Il rencontra alors une jeune femme. « Je m'appelle Richard », dit-il. « Je viens me présenter pour un travail. » La jeune fille s'inclina en un simulacre de révérence. « Moi, c'est Camille. Vous voulez sans doute voir ma sœur Marie. » Il acquiesça et s'engagea dans l'ombre de l'allée. Elle se dirigea vers le château. Vous vous en doutez, cette première rencontre entre Richard et Camille sera suivie de plusieurs autres. Richard réussit ensuite à rencontrer Marie. « J'ai une lettre de monsieur Ducourtieu pour vous. » Elle se retourna d'un coup et Richard put nettement lire dans ses yeux l'agacement qui les faisait briller d'une lueur noire. « Une lettre pourquoi ? » Pour un travail. Elle parut sur le point de repartir mais changea d'avis. « Un travail ? Vous vous y connaissez en mécanique ? » À l'armée, j'ai appris à conduire les camions et à les réparer. Qu'en pensez-vous, Riyad ? Le régisseur s'avança. « Tu saurais réparer un tracteur et le conduire ?»« Je crois que je pourrais, affirma Richard. Il ne peut pas tomber en panne plus souvent que les camions de l'armée. » Ils rirent tous les trois. « Alors, tu commences demain matin. » Richard est donc embauché et vous trouverez plusieurs pages dans ce roman L'Aulnay du travail complexe, précis, mais finalement victorieux de la réparation du tracteur. Je ne sais si Roland Bosquet est un bon mécano, en tout cas il en possède le vocabulaire et les méthodes. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ. Dans le cadre de l'émission Le Livre du Mois, je reçois en ce moment Roland Bosquet à propos de son roman L'Aulnay. Nous sommes dans la première partie de cette émission, le résumé du roman. Richard vient donc d'être embauché au domaine de la Perrière par Marie Mareuil-Latour qui, en l'absence de son père, son Excellence l'ambassadeur Mareuil-Latour de Lasserre-du-Noy, gère le domaine. Il sera employé agricole et mécanicien et là, il va rencontrer le reste de l'équipe. Le père Cantou, le fermier Lavergne, le régisseur Riyad, Joseph, jardinier d'origine espagnole, un ancien républicain espagnol exilé, Hans, ou le Bosch, un ancien prisonnier allemand, le Moll, qui s'occupe des bêtes, la Seine, dont le vrai nom est Bastien, qui est un jeune garçon de l'assistance publique de Paris, mais il y a aussi Edith, la cuisinière, Annie, la servante du château, dont nous reparlerons, Paulette, qui fait le gros du ménage et qui deviendra la maîtresse occasionnelle de Richard. Et au château, il y a surtout Camille. Oui, il y a Camille, la fille de Jean-Antoine Mareuil-Latour de Lasserre-du-Noy, la sœur de Marie. Après le décès de sa marraine, qui l'a beaucoup éprouvée, Camille est venue se reposer dans la demeure familiale près de Bellac. Nous allons la retrouver dans sa chambre. En fait, la chambre n'était pas bien grande. Le lit, dans son cadre de bois sculpté, en occupait majestueusement le centre. Au-dessus, accroché au plafond, un voile de mousseline dessinait un ciel translucide qui retombait en un drapé plein d'élégance sur chacun des quatre côtés. Camille s'imagina être un joyau de grande valeur au cœur de son écrin. Au-delà de cet univers douillet, l'ameublement et le décor s'avéraient par ailleurs plutôt rustiques. Une table de bois accueillait un bassin de toilette et un broc de faïence blanche. Fixé au mur, un miroir surmontait une petite étagère de verre avec une brosse à cheveux et un peigne en corne.
À côté de la chaise, sur laquelle elle avait jeté ses vêtements, en se déshabillant, se dressait une armoire brillante de cire. Près de la fenêtre, sur une commode, un vase, garni de jonquilles, côtoyait une photographie du style du studio Harcourt représentant sa marraine, Madeleine Delannoy. Au-dessus, une étagère de bois supportait une rangée de livres en rang de bataille. Et parmi les auteurs, on va trouver Gide, Loti, Malraux, Giraudoux, Pouchkine, Faulkner, Barrès, Eliot, Claudel, Pierre Benoît, mais encore, curieusement, Robert Merle, en particulier Weekend à Whitcock, et bien sûr notre prix féminin à nous, bas marchois, Charles Sylvestre. Camille passe son temps à lire, à écouter de la musique, à jouer du piano, nous en reparlerons dans un instant avec Roland Bosquet, et à se promener, surtout, vers l'Aulnay. Ah, qu'il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous, où le carnat de pâtre solitaire s'envole en fruissonnant vers le mystère. Où l'inconnu d'un rêve un peu fou, est ce qu'il apporte pour nous, le bonheur d'aimer la vie entière. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Nous venons d'écouter Daniel Darieux qui en 1941 nous chantait « Ah, qu'il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous ». Vous vous en doutez, Camille et Richard vont se rencontrer là-bas dans l'Aulnay. Écoutons Roland Bosquet. Dansant entre les troncs des hêtres et des sapins apparurent les reflets argentés du courant. Ça et là, au hasard des filets d'air qui serpentaient paresseusement entre les rives, se dessinaient de fugaces dentelles d'écume où se reflétaient les safrans et les ors échappés d'éphémères arcs-en-ciel. L'ombre d'une poule d'eau jaillit d'un trou noir dissimulé entre les racines d'un saule. Elle disparut aussitôt dans un concert de gloussements au milieu du fouillis de ronces et d'aubépines de la haie. Soudain, les troncs grisâtres des aulnes se dressèrent devant Richard. Assise sur le banc de granit, la silhouette de Camille se découpa à contre-jour. Et un peu plus loin, mais pour cela nous sautons des lignes, voire des pages, naturellement, les lèvres de Richard se plaquèrent contre les siennes, douces et rudes à la fois, elle se laissa faire. C'était la première fois qu'elle embrassait vraiment un garçon et elle frissonna de crainte et de plaisir. Dieu que c'était excitant, doux et excitant. Voici donc le début d'une belle histoire d'amour entre la jeune bourgeoise, la jeune châtelaine, la fille de l'ambassadeur cultivé et mélomane, et Richard, l'ouvrier agricole. Roland Bosquet, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue, va nous faire partager l'amour naissant des deux jeunes gens qui se retrouveront plusieurs fois dans l'Aulnay, sous les aulnes, et qui savoureront leur amour. Voici que débarque au château des Perrières Charles-Henri Delannoy, le neveu de la marraine de Camille, marraine qui, rappelez-vous, vient de décéder. Roland Bosquet nous indique que dès le premier jour de son séjour, Charles-Henri se montra disert et accapara la conversation une grande partie du repas. Il raconta qu'au grand désespoir de son père, chirurgien des os, il avait abandonné des études de médecine pour partir à la recherche de l'aventure. Il avait rejoint des résistants à la libération de Paris, puis s'était engagé dans l'armée. Affecté à Baden-Baden, il s'était énormément ennuyé et finalement avait rejoint le corps expéditionnaire en Indochine où il fut blessé. Je résume à grands traits. Charles-Henri était un homme du monde, c'était un homme cultivé et de plus, il avait voyagé, il avait risqué sa vie, il avait vécu. Il sut aussi
et ainsi se mettre en valeur auprès de Camille. Au bout de quelques semaines, le capitaine de Lannoy, qui avait obtenu une espèce de reconversion dans la diplomatie, dut quitter le domaine Ébellac pour la capitale. Que fera Camille? Partira-t-elle avec Charles-Henri? Ou restera-t-elle ici avec Richard? Ce tout petit extrait de l'Aulnay vous fera découvrir le choix de Camille. Écoutons Roland Bosquet. Peut-on vivre sa vie dans les recoins sombres d'une grange? Sans musique, sans Bach, sans Schubert, sans Mozart. Elle ne pourrait jamais entraîner Richard à l'opéra comique pour écouter Denise Duval chanter les grands airs des Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc. Point de paille, sans doute parsemé dans ses fins et longs cheveux avec Charles-Henri, mais il serait fier de l'accompagner au concert et d'admirer Charles Munch à Londres, à Boston ou à Philadelphie, ou à contempler les toiles de Turner à la National Gallery. Je vous laisse lire pour découvrir la fin du roman. Que deviendra Camille? Que deviendra Richard? Que deviendra Annie, la servante, qui aime Richard en silence? Il est un autre personnage dont je ne vous ai point parlé, un ancien résistant alsacien qui vit dans une cabane de la forêt, qui est un peu guérisseur. Nous demanderons dans un instant à Roland Bosquet qui est ce personnage. Voici un roman d'amour, un roman des relations entre les classes sociales, un roman de l'après-guerre, un roman de la ruralité, mais de la ruralité qui commence à se transformer, à se déliter. Les deux sœurs, d'ailleurs, abandonneront la propriété des Perrières à tel point que, nous dit l'auteur, le château des Mareuil-la-Tour n'est plus qu'une ruine. C'est bien le roman d'une époque de la transition entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et de cette société un peu diffuse, un peu éclatée que nous connaîtrons après. Une période, celle des années 50, qui nous annonce les grands bouleversements techniques, politiques, économiques et sociaux que nous connaîtrons par la suite. C'est en fait le roman d'une époque qui se termine. Le style et la syntaxe sont parfaits. J'y trouve même, dans la description de la nature bas-marchoise, des ressemblances avec certains écrits de Charles Sylvestre. Ce n'est peut-être pas pour rien que cet écrivain est cité plusieurs fois dans ce roman. Alors prenez un peu de temps pour lire l'Aulnay. Vous vivrez par cette lecture une histoire d'amour et de passion, mais vous vivrez encore une histoire, notre histoire, celle des années 1950. Prenez un peu de temps, je vous assure que vous ne serez pas déçus. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Bonjour Roland Bosquet. Bon. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous livrer au petit jeu de l'entretien. Mais d'abord, voulez-vous corriger, modifier, enrichir, amender le résumé lecture que je viens de faire de votre dernier roman, l'Aulnay? Non, pas du tout. Je reconnais ce que j'ai écrit, c'est déjà pas mal. Je suis très flatté aussi des conclusions, donc non, ça me va très bien. Roland Bosquet, dans votre premier livre, enfin le premier livre que vous avez publié chez nous, en Limousin, 7 histoires limousines, vous écrivez en 4e de couverture: si les hommes ont évolué au cours des siècles, leurs rapports, eux, n'ont guère changé. Alors dites-nous, c'est définitif, l'amour entre une jeune châtelaine, fille d'un ambassadeur, et un jeune ouvrier agricole, c'est quelque chose d'impossible? Non, absolument pas, tout est possible. Des fois, les circonstances font que ça ne le devient plus. Mais il y a des circonstances aussi où ça marche. Si on s'en réfère à votre roman l'Aulnay, les classes sociales existent. La question que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce qui sépare, voire oppose d'ailleurs les deux jeunes gens? Est-ce que c'est leur famille? Est-ce que c'est leur histoire? Est-ce que ce sont les conditions matérielles? Ou bien est-ce que c'est la culture? J'ai lu tout à l'heure ce passage terrible où Camille choisit finalement sans doute Charles-Henri
pour pouvoir continuer à voyager, à aller à l'opéra, visiter des expositions. Alors, pour vous, est-ce que ce serait plutôt la culture qui provoquerait ce fossé social, et est-ce que ce serait rédhibitoire? On peut remarquer que Camille, vis-à-vis de Richard, ses premières rencontres, la différence de milieu social n'entre pas du tout en ligne de compte. Elle est bien avec lui, elle se sent rassurée, elle se sent en sécurité. Peut-être que Richard lui manquerait avec Richard un peu d'inattendu, un peu que lui apporte justement la culture, la musique et la lecture. Elle voit la vie à la campagne comme quelque chose de calme. Oui, c'est bien, mais en même temps, peut-être un peu ennuyeux. Et elle a 20 ans. Elle a connu les États-Unis, Paris, et elle s'imagine pas vivre autrement. Vous vous rendez compte, à un moment, elle dit qu'elle n'imagine pas qu'elle pourra amener Richard à l'Opéra Comique pour écouter Francis Poulenc. Donc il y a quand même un fossé culturel, parce que elle pourrait se dire, après tout, elle semble l'aimer, elle semble bien avec lui, vous avez raison, mais elle se dit, c'est pas possible, je ne réussirai pas à l'amener à des expositions, à des concerts. On a l'impression que le fossé culturel, il est infranchissable. Le problème de Richard et de Camille, c'est qu'ils sont tous les deux un peu enfermés dans leur milieu. Et Richard n'imagine pas vivre à la ville. Pour lui, sa vie, c'est à la campagne. Il est ouvrier agricole, mais son ambition, c'est de devenir fermier, devenir exploitant, de devenir propriétaire de sa ferme. Il n'imagine pas du tout autre chose. Alors que Camille n'imagine pas sa vie toute l'année, tout le temps, à la campagne, comme sa sœur Marie. Même sa sœur Marie, elle, les 6 mois d'hiver, elle les passe à Paris. Mais alors, c'est la théorie que développent beaucoup de romanciers du 19e siècle. C'est parce que je travaille en ce moment sur Edmond About, qui combattait Proudhon, et l'égalité, qui disait que les classes sociales doivent vivre en bonne entente, mais totalement séparées, sans aucune porosité. Là, finalement, dans ce que vous nous dites, il n'y a pas de porosité possible, il n'y a pas d'avenir possible entre ces deux jeunes gens, à cause des classes auxquelles ils appartiennent. Je crois pas toujours, il faut pas toujours généraliser. C'est l'histoire de Richard et c'est l'histoire de Camille. C'est l'histoire de Marie aussi, qui vit 6 mois de l'année à la ferme et qui essaie de gérer tant bien que mal avec son régisseur le domaine. C'est l'histoire des gens qui vivent sur place, mais c'est aussi l'histoire de ce capitaine qui revient d'Indochine. Donc ce sont des histoires individuelles qui se trouvent un peu prisonniers un peu de leur milieu, un peu de leur enfance, de leur enfance et de leurs études ou de leur absence d'études, mais c'est pas obligatoirement cloisonné. Mais dans leur cas précis, ça l'est un petit peu. Donc vous ne voulez pas qu'on généralise à partir de cet exemple-là, mais dites-nous, Roland Bosquet, avez-vous envisagé plusieurs fins à votre roman? Est-ce que vous en avez envisagé d'autres? On va pas dire laquelle est la bonne, mais est-ce qu'il y en avait plusieurs? Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Donc on est quand même dans le désespoir des relations entre les classes sociales dans ce récit-là. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et dans le cadre de l'émission En aparté, je reçois en ce moment Roland Bosquet à propos de son roman L'Aulnay. Alors, il y a beaucoup de références littéraires dans votre roman. Enfin, plutôt, vous citez beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains. J'en ai donné une partie de la liste, une partie seulement tout à l'heure. Mais 2 auteurs m'intriguent. Pourquoi avoir choisi Robert Merle et Week-end à Zuidcock? Vous allez nous répondre. Et puis aussi, pourquoi citer plusieurs fois Charles Sylvestre? Vous-même, peut-être vous aimez beaucoup Charles Sylvestre, et vous avez, comme nos 2 héros, lu tous les livres de Charles Sylvestre, sans doute. Mais d'abord, pourquoi Robert Merle? Robert Merle vient d'obtenir le prix Goncourt, et ça entre tout à fait dans l'univers de Camille. Et elle n'arrive d'ailleurs pas à entrer dans le livre. Elle n'arrive pas à prendre sa place à côté du héros qui voit les bateaux partir vers l'Angleterre et puis qui lui reste sur la plage. Ça n'arrive pas à la toucher.
Mais faut dire aussi qu'au moment, elle est encore prise dans le drame qu'elle vient de vivre avec sa marraine qui est décédée dans d'atroces souffrances et ces jours justement à la campagne sont faits pour essayer d'en sortir un petit peu. Week-end à Zuidcock, c'est donc pour mieux marquer la personnalité de Camille et puis marquer l'époque aussi avec cet auteur. Et Charles Sylvestre? Charles Sylvestre, j'aime beaucoup la langue de Charles Sylvestre. C'est toujours très précis, c'est toujours le mot juste au bon endroit. Ces histoires n'intéresseront plus beaucoup le lecteur aujourd'hui, mais pourtant c'est vrai, oui, sa description de la nature, j'adore bien. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est le meilleur écrivain pour ce qui est de la description de la nature bamarchoise, et peut-être ses romans n'intéresseront plus, mais ses chroniques intéresseront toujours. J'ai trouvé des ressemblances dans votre style avec Charles Sylvestre, et c'est vraiment un grand compliment. Nous venons d'écouter Le Meunier et le Ruisseau, ou La Belle Meunière. C'est une pièce de Schubert, transcrite par Liszt pour le piano. Nous sommes en plein romantisme musical. Alors vous citez Schubert, vous citez Liszt, mais aussi Chopin, Debussy, Beethoven, Bach, Schumann, Grieg, Sibelius, Moussorgsky et bien d'autres encore. Vous citez les musiciens à pleine page, vous citez les grands compositeurs, souvent d'ailleurs d'origine germanique. Je crois que le seul italien cité est Vivaldi. Et vous allez parfois dans le détail, un prélude et fugue numéro 4 en do dièse mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors certes, Camille est mélomane et musicienne, elle joue du piano, mais pourquoi une telle place accordée à la musique classique? Alors moi je me disais, c'est pour mieux construire les oppositions de classe finalement. Non, j'avoue que cette opposition de classe qu'elle vous paraissait donner beaucoup d'importance ne m'a pas tracassé plus que ça. Ce n'était pas le moteur. La musique, c'est la vie de Camille. Elle est pianiste, elle a fait pendant un certain temps, elle a suivi des cours avec un vieux professeur polonais, et c'est une musicienne. Et plus tard, quand elle sera plus âgée, ça lui arrivera de faire des grands concerts. Elle ne fera pas une carrière de pianiste, mais c'est une excellente pianiste. Vous voyez que son monde, à travers la musique, est à 1000 lieues de celui de Richard. C'est là un des problèmes. Peut-être que c'était pas votre intention de montrer ce fossé, mais en fait, il transparaît surtout au travers de la culture, pas tellement au travers des conditions matérielles, mais au travers de la culture, comme quoi les fossés de culture sont importants dans la société, non? Peut-être que Camille aurait pu parvenir à amener Richard plus vers la musique. Mais parce que lui s'intéresse à un moment, plusieurs fois dans votre récit, il porte de l'intérêt aux morceaux qu'elle joue, etc. Il est très sensible à la musique. Il a un moment, effectivement, il coupe de l'herbe et il entend au piano le début d'une marche. J'ai oublié le nom du compositeur, mais il a du mal parce qu'il voudrait suivre la musique. La musique ne suit pas son pas de faucheur. Mais il est très sensible à la musique. Donc il y avait une possibilité, il y avait un espoir d'évolution, mais que vous n'avez pas voulu développer. Je suis pas allé dans ce sens-là. D'accord. Alors vous citez plusieurs vers du Roi des Aulnes de Goethe. J'en suis moi personnellement ravi, je tiens Goethe pour un des plus grands poètes, mais vous les citez en allemand. Alors peut-être pour faire le lien avec Schubert, ou peut-être pour faire le lien avec l'Aulnais. C'est pas le seul moment où vous faites des citations en allemand, alors pourquoi cette place accordée comme ça à la langue allemande dans votre roman?
Eh bien, Le Roi des Aulnes, d'abord, c'est un poème en allemand. Oui. Et ce que Camille écoute à la radio, elle l'entend chanter en allemand, bien entendu. Donc, mais je donne la traduction. Tout C'est de même. vrai. Ah, du Roi des Aulnes, je suis pas sûr que vous donniez la traduction du poème de Goethe. Vous donnez la traduction du poète, Oui, oui. mais où va ce Non, cavalier que des ce soir? extraits, Ah bon, d'accord. Ça Bon. ne tient pas 5 pages, faut pas que... Dites-moi toujours sur l'Aulnay deux, trois petites questions encore sur ce roman. Un de vos personnages se nomme Albert Buchheim, je crois, c'est l'Alsacien de la cabane de la forêt. Alors pourquoi introduire ce personnage presque à la fin du roman? Quel rôle vous vouliez lui faire jouer? Eh bien, c'est un personnage qui m'a posé un problème, en fait. Parce qu'il s'est presque imposé tout seul. C'est on croit que l'auteur, il maîtrise tout, mais c'est pas vrai. Et, bon, sur un bouquin de 280 pages, disons que j'en ai écrit 500, et puis après, j'ai coupé. Mais je ne suis, cet Albert, j'ai pas pu le couper. Mais c'est un Alsacien qui est venu se réfugier ici en Limousin parce qu'il voulait pas se trouver enrôlé dans l'armée allemande. Et puis il est resté. Mais comme le prisonnier allemand qui lui va retourner en Allemagne, il restera pas, il partira peut-être un jour. Alsacien, vous pensez qu'il partira? Oui, aussi. Il ne peut pas rester toute sa vie là comme ça. C'est un épisode de sa vie. Dernière question sur l'Aulnay. J'ai dit que c'était un roman d'amour, un roman de mœurs, un roman des classes sociales, une histoire des transitions. Et vous, comment est-ce que vous qualifiez votre roman? Comment est-ce que vous le classez, si on vous posait cette question? C'est quoi ce roman? Peut-être, j'avoue ne pas avoir vu cette image-là, cet aspect des choses. C'est un roman de musique. Pour moi, c'est la musique de l'eau. La place de la rivière est très importante. Il y a l'Aulnay, mais s'il y a l'Aulnay, c'est qu'il y a la rivière, et c'est la rivière a une grande place dans cette histoire. Pour les personnages, pour Richard comme pour Camille. Et et la musique et la nature, et qui vont ensemble, tout à fait. En guise de transition, nous allons écouter la suite numéro 1 de Grieg, un compositeur que vous citez d'ailleurs dans votre roman. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ. Dans le cadre de l'émission En aparté, je reçois en ce moment Roland Bosquet à propos de son roman L'Aulnay. Alors Roland Bosquet, vous avez publié une bonne douzaine d'ouvrages, peut-être plus d'ailleurs, hein. Recueil de poésie, au moins un, récits, roman du terroir, dites-vous, polar du Moyen-Âge, plus vos chroniques. Vous avez reçu des prix littéraires, enfin je connais au moins un, le prix Panazo, je crois. On a même donné votre nom à une bibliothèque, salle de Cieux, où vous habitez, et vous écrivez que depuis 2006, vous êtes vraiment disponible pour l'écriture. Vous êtes donc un véritable écrivain. Alors dites-nous, Roland Bosquet, qu'est-ce que c'est un véritable écrivain? Je ne me qualifierai pas d'écrivain. Je ne suis qu'un petit auteur. J'écris mes petites histoires, ce qui me passe par la tête. J'essaie de faire passer ce que je ressens. Il me semble que ça rencontre un écho, puisque mes lecteurs m'en font part. Mais je ne suis pas un écrivain. Il me reste le jardin, un grand jardin, et il y a une grande famille, donc... Quelle différence vous faites entre un petit auteur, vous êtes qualifié de petit auteur, enfin qui a quand même écrit 12 ouvrages, hein, et puis un écrivain, quelle différence? Je ne voulais pas qu'on vous traite d'écrivain. Alors, bon. Écrivain, pour moi, c'est un métier.
on écrit des livres et on vit presque de l'écriture de ces livres. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit un livre, 2 livres, 3 livres. Il se trouve que j'en ai fait 12, mais 12 sur 15 ans, c'est pas extraordinaire non plus. C'est quand même une bonne production. Et depuis que vous êtes à la retraite, je suppose que ça occupe une grande place dans votre vie quand même, non? Oui, mais c'est pas... C'est plus... Disons que un des moments la plus grande liberté, c'est presque quand je suis derrière mon ordinateur et que j'écris. Et c'est c'est à ce moment-là que je suis peut-être, oui, c'est vrai, le plus libre. Mais il y a la vie quotidienne est faite de plein d'autres choses également. Vous écrivez comme vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous écrivez, ensuite vous élaguez. C'est comme ça que vous procédez. Ah oui, il faut élaguer. Oui, il faut élaguer beaucoup. Et il y a certainement bien des endroits où j'aurais pu élaguer plus encore. Votre premier recueil de poésie date de 1965. Vous aviez alors 19 ans et son titre c'était Le Temps. J'avoue ne pas l'avoir lu. Mais vous n'avez pas toujours été écrivain, enfin on va dire auteur. Vous avez même été animateur de radio, directeur de radio. Vous pouvez nous raconter en 2 minutes comme ça votre parcours, car de plus vous êtes normand. Et d'ailleurs dans votre roman Le Charty, vous parlez de vos compatriotes migrants normands qu'on appelait ici les rapportés, qui dans les années 50-60 quittèrent leur basse Normandie pour venir s'installer cultivateurs en Limousin. Vous vous êtes arrivé dans les années 75. Alors, quel est votre parcours rapidement comme ça? Qui êtes-vous finalement? Eh bien, j'ai eu la chance, oui, d'une famille de 5 enfants. Je suis le seul à avoir pu faire des études, faire ce qu'on appelait autrefois ces humanités. Et puis après, je suis parti au service militaire. L'armée m'a payé un joli voyage. Et ensuite quelques petits boulots. Je vais dire une chose là qui peut paraître une réflexion de vieux con, mais on entend régulièrement parler des jeunes, la galère des jeunes pour trouver un boulot, pour trouver un CDI. Mon premier emploi fixe, je l'ai eu à 26 ans. J'ai eu de la chance et je suis entré dans une grande entreprise avec convention, etc., hyper protégé, à condition de faire le travail, bien entendu. Mais entre mon retour du service militaire à 19-20 ans et 26 ans, j'ai fait des petits boulots. Mais la littérature, ça a toujours été votre passion. Vous avez publié à une époque une petite revue qui s'appelait, je crois, Le Fil Rouge. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Eh bien, c'était à l'époque où je faisais une émission sur une radio qui n'existe plus, une émission sur les livres, et cette petite revue était un petit peu le lien entre les auditeurs et ce qui pouvait se passer dans l'émission. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Roland Bosquet, vous avez écrit des récits qui se déroulent surtout dans les mondes blonds, des romans comme celui-ci, l'Aulnay, que vous classez parmi les romans du terroir, écrivez-vous, autour de Chavagnac. Bon, Chavagnac, on peut penser que c'est un petit peu Bellac, enfin, on peut imaginer ça. Vous considérez-vous comme un romancier régionaliste? Ah non, alors régional, oui. Régionaliste, pas du tout. Pourquoi? Bien, à la limite, mes petites histoires pourraient très bien se dérouler en Bourgogne, en Normandie, peut-être en Bretagne, la Bretagne plus proche du centre. Donc ça n'a absolument rien de régionaliste. Ce n'est pas spécialement le Limousin. Je n'y décris pas des coutumes du 19e siècle au Limousin. C'est la vie... Juste les paysages. Juste les paysages du 19e siècle et les paysages de maintenant ont totalement changé. Donc il n'y a plus de forêt primaire. Il n'y a plus de forêt primaire en France, en Europe. Il n'y a plus de paysage primaire. L'homme a façonné tout. Donc tout évolue. Vous avez écrit ce que j'appelle une espèce de polar, pardon pour une espèce qui se passe à Bellac dans les années 50-60, et puis une série
particulièrement passionnante, et je trouve moi que c'est là où vous excellez d'ailleurs, dans le polar historique qui s'appelle Foulque mène l'enquête. Alors Foulque, c'est en fait un marchand de laine, et l'action se situe dans les années 632-635. Pourquoi avoir choisi ce 7e siècle, et y aura-t-il une suite aux enquêtes de Foulque? Alors le 7e siècle, c'est l'installation de l'abbaye de Solignac. C'est le roi d'Agobert. Le roi d'Agobert, 628-639, une période relativement calme dans le royaume. Le roi d'Agobert commence à administrer et à centraliser et organiser le royaume. L'un de ses grands soucis, c'est que tous ces sujets soient jugés de la même manière, qu'il n'y ait pas que l'Auvergnat n'y ait pas une peine plus importante que le Limousin ou que le Bordelais, etc. Donc c'est une période très très importante. Et en même temps, de prospérité. Et en même temps, un début de prospérité, oui. Le climat se réchauffe. Les campagnes étant plus assurées, les gens commencent à sortir des villes. Il y a des monastères qui commencent à s'installer. Donc l'abbaye de Solignac en est un bel exemple. Et que les monastères vont être un foyer de culture, un foyer de diffusion des techniques agricoles. Et c'est une période très importante. Il y aura une suite ? Peut-être, je sais pas. Roland Bosquet, c'est une question que nous posons à tous nos invités. Vous êtes écrivain, enfin auteur, avez-vous dit, vous voulez qu'on vous lise. Mais vous, que lisez-vous? Quels sont vos goûts littéraires? Rapidement, donnez-nous 3 auteurs parmi vos préférés. Oh, mais je vais dire, je suis pas très original, Modiano, Le Clésio, bien sûr. Mais bon, c'est les prix Nobel, donc c'est facile à dire. Mais quelques nouveautés. Je viens de terminer le dernier bouquin de Didier van Coevelaert, une histoire amusante, intéressante, bien écrite. Et on peut trouver des auteurs, bons auteurs, avec des histoires très intéressantes, qui apportent des informations, qui apportent une culture, qui apportent des sentiments, et sans aller obligatoirement chercher parmi les plus grands tirages. Vous êtes quand même chez les contemporains. Ah oui, chez les contemporains. Alors vous êtes bien sur les ondes de RMJ, et dans le cadre de l'émission En Aparté, je reçois en ce moment Roland Bosquet à propos de son roman L'Aulnay. Alors, Roland Bosquet, sur l'internet, vous publiez les chroniques du vieux Bougon, et ce vieux Bougon, c'est vous. C'est l'histoire d'un vieux Bougon de la campagne qui raconte au fil des jours, dites-vous, ses rencontres, ses joies, ses humeurs, et vous ajoutez en toute liberté. Alors c'est quoi cette chronique? Ces chroniques, j'en fais actuellement 2 par semaine. J'essaie à partir de mon expérience dans mon jardin, dans mon courtis, j'essaie d'en sortir quand même, mais ça me permet d'entrer sur les problèmes de notre vie actuelle, de notre société, de nos travers, de nos contradictions. Et je me garde bien de donner des conseils de conduite, etc. Je pose simplement des questions. Alors, souvent avec mauvaise foi, souvent avec malice, mais voilà, pour peut-être susciter un petit peu l'interrogation dans l'esprit du lecteur. Je suis tombé sur cette chronique-là, je les regarde parfois, c'est difficile à lire sur l'écran, hein. Moi j'ai toujours ce problème-là, mais j'ai regardé celle-ci parce qu'il y avait des jeunes qui manifestaient contre la loi El Khomri, et je me suis dit, je crois que vous êtes un vieux 68ard. Je me suis dit, il va nous parler des événements. Et non, ça commence par Bach, Beethoven, Chopin, Liszt et même Rachmaninoff, que vous n'aviez pas cité dans l'Aulnay. Et puis ensuite, vous posez des questions. Mais pourquoi ces jeunes manifestent-ils? Et puis vous partez sur Daesh, etc., etc. Et vous terminez ainsi en disant, je peux bien sûr éteindre, je suppose, c'est la radio ou la télé, et ouvrir un livre, écouter Mozart, ou aller parler aux oiseaux.
Mais je sais qu'au-delà des collines qui m'entourent, la paix n'est encore qu'une chimère. Ce qui laisse bien des choses à penser. Et j'ajouterais bien des choses à agir. Agir, j'ai agi au niveau associatif, pas mal, j'ai pas mal participé et je suis arrivé à un âge où non pas que ça me désintéresse, au contraire, puisque j'écris ces chroniques, mais j'essaie de participer à ma petite manière. La question de Christophe. Roland Bosquet, vous êtes originaire de Normandie, Limousin depuis une trentaine d'années. Claude vous a posé la question tout à l'heure, mais le Limousin, il vous a vraiment pas inspiré ? D'abord, le Limousin... Pour vos histoires ? Le Limousin m'a accueilli et je me suis trouvé si bien que j'y suis resté. Peut-être que j'aurais eu la possibilité d'aller voir ailleurs éventuellement. Mais j'y suis resté parce que je me suis senti bien. Je me suis senti bien à Bellac, bien accueilli. J'y suis resté aussi longtemps que ça a été possible et j'y suis toujours, la preuve. Non, le Limousin m'a inspiré. Mes histoires qui se passent à l'époque du roi Dagobert, elles se passent en Limousin. Elles se passent à Limoges, elles se passent à Brive, elles se passent dans le Limousin, dans l'histoire du Limousin. Mais est-ce que l'histoire du Limousin, est-ce que la vie du Limousin est si différente de la Charente voisine, du Poitou, de la Bourgogne ou de la Normandie? Les problèmes des agriculteurs, mon père était exploitant, tout petit exploitant agricole. Je dirais non, il n'était pas exploitant agricole, c'était un paysan. Mais les problèmes de la vie, de la campagne en Limousin, ce sont les mêmes que ceux de Bourgogne, ceux de Normandie, etc. Avec La bicyclette abandonnée, l'Aulnay, c'est votre deuxième livre qui se passe dans les années 50. C'est une période qui vous inspire plus qu'une autre? Eh bien, c'est les années de mon enfance, de mon adolescence, hein. Donc, c'est pour ça, c'est l'occasion aussi pour moi de faire ressortir, de marquer ce que moi j'ai vécu. C'est un domaine, le domaine agricole, donc la vie à la campagne, que j'ai bien connu. Mais j'ai pu après faire des études, comme on dit, traduire Xénophon, Homère, Cicéron, et écouter de la musique. J'ai ces deux pieds qui me permettent justement d'avancer. Roland Bosquet, nous pourrions poursuivre notre entretien pendant encore très longtemps. Il n'y a pas de souci, mais nous allons terminer, parce qu'il le faut, nous allons terminer cet entretien par une illustration musicale de votre choix. Alors vous avez choisi Moussorgsky et tableau d'une exposition. Pourquoi ce choix ? Eh bien, dans le bouquin, justement, Camille commence la partition des tableaux d'une exposition, mais dans la version piano, la version originale, celle de Moussorgsky. Et au départ, c'est une promenade. Et pour aller se promener dans la campagne, dans les bois, dans les chemins de randonnée, il n'y a rien de mieux que Moussorgsky. Merci beaucoup, Roland Bosquet. Merci de m'avoir accueilli. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté le jeu de l'entretien. J'espère que nous aurons convaincu nos auditeurs de lire votre dernier roman, L'Aulnay, mais aussi de lire les autres romans que vous avez déjà publiés et que nos auditeurs pourront trouver dans les librairies ou dans les médiathèques. Qu'ils n'oublient pas également de se rendre sur l'Internet pour suivre les chroniques d'un vieux bougon de la campagne. Alors, Roland Bosquet, continuez vos chroniques, continuez à écrire des romans, et n'oubliez pas que nous attendons une suite à Foulques mène l'enquête. Personnellement, j'espère que ce sera pour bientôt et qu'on pourra vous recevoir à cette occasion. Je rappelle à nos auditeurs que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour notre émission En Aparté. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Dans cette émission aujourd'hui, nous avons réussi à placer Liszt, Paganini, Debussy, Chopin, Schubert, Grieg, et nous terminons avec Moussorgsky.
l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.